J'espère que vous allez toutes bien aujourd'hui dans ce semi-soleil. Aujourd'hui, c'est un peu mitigé chez nous. Ça dépend de la région, hein, parce que chez nous, oui, chez nous, il y C'est a un vrai, peu de nuages. c'est vrai. Alors, sujet aujourd'hui très important qui me tenait à cœur d'échanger avec vous. Le tarot ésotérique est-il dangereux? Ah oui, grand sujet ça quand même. Et oui, parce que en fait, c'est vrai que c'est une question qui est complètement légitime parce que, quand on parle, d'ésotérisme, eh bien, forcément, on va aborder des symboles, on va rentrer dans des mystères, et là, du coup, ben, il y a peut-être certaines peurs, qui peuvent, ressurgir finalement, enfin, dans notre vie, hein. Ça peut être, la peur de l'inconnu, la peur de se tromper, de mal faire les choses, ou peut-être même souvent une peur d'ouvrir une porte qu'on se dit qu'on pourra peut-être jamais refermer. Et justement, ce soir, eh bien, je voulais vous proposer, alors non pas une réponse dogmatique, voilà, mais quelque chose de plutôt pragmatique, une exploration, enfin, mais toujours, vous le savez, avec Shemina, avec le cœur, en conscience et beaucoup de discernement. Enfin, Ben, tu as tout à fait raison, Nathalie, de préciser que c'est avec le cœur qu'on va essayer de faire cette émission et de vous dire pourquoi le tarot ésotérique, finalement, n'est pas un outil dangereux. On va cheminer ensemble sur ce thème-là, sans prétention de vérité absolue, hein. On va donner simplement notre propre ressenti par rapport à ça, et avec l'envie sincère, finalement, de vous faire comprendre que le tarot ésotérique révèle non seulement des choses sur lui-même, mais surtout des choses sur vous, sur nos projections particulières, sur nos peurs, nos émotions et nos possibles, ce que l'on peut devenir demain, peut-être, et ça peut nous aider à construire notre chemin de vie. Mais avant de commencer ce live du dimanche qui démarre sur les chapeaux de roue, quand même, exactement. juste Enfin, on va quand même vous parler de notre petit bébé, notre dernier qui a démarré au mois de mai, ce mois-ci, le numéro 1 de Tarot Academy Magazine qui vient de sortir pour le mois de mai. C'est un bimestriel. Le numéro 1 est accessible sur tarotacademy.fr avec de grands articles, hein. On a Georges Coyeul, on a Sarah El Angel aussi qui nous a permis de découvrir pas mal de choses la inspirées, enfin cabale, la cabale. Voilà. Elisabeth. Oui, avec la magie douce d'Elisabeth, notre québécoise préférée dans le monde de la magie. Voilà, donc si vous avez envie de découvrir un peu plus sur le tarot et sur l'ésotérisme en général, on vous propose ce petit nouveau magazine en ligne 100% digital. 100% numérique, oui, tout à fait, Mm. tu fais bien de le préciser. Oui, donc n'hésitez pas si vous avez, comme tu le dis Olivier, envie de rentrer dans l'aventure du Tarot Academy à magazine, c'est simple, vous allez sur le site internet tarotacademy.fr et puis vous avez en haut dans le menu un onglet magazine, vous cliquez dessus et il y a une belle page qui vous explique exactement ce qui vous attend dans ce premier numéro qui est sorti au 1er mai. Donc vous êtes encore bon dans les clous, on va dire, si vous avez envie d'en faire des collectors, parce que c'est vrai que souvent on démarre, on tombe sur le numéro 2 et on se dit mince, j'ai pas le numéro 1. Ben là, vous êtes encore Eh bon, oui, n'hésitez pas, vous pouvez y aller. Le numéro 2, lui, ne sortira que en juillet, si je dis juillet. pas de bêtises. Il est en cours de conception. Là, on est en train de maqueter le numéro 2. On est en train d'intégrer les articles. Ça, c'est pour vous parler du côté boutique, hein, tout ce qu'on est en train de faire, ce que vous ne voyez pas. Donc, on est en train de travailler sur la mise en page du numéro 2 qui sortira donc le 1er juillet et qui sera disponible avec de nouveau plein d'articles. On vous les présentera de toute façon en juin, à mi-parcours, pour vous annoncer le prochain numéro. Exactement. Donc voilà ce qui nous attend par rapport à ce magazine. Et donc, on revient à notre thématique. Oui. Alors, par rapport justement à cette grande question de ce live de ce soir, est-ce que le tarot ésotérique est dangereux? Enfin, je voulais déjà faire une première distinction entre ce que moi j'appelle tarot ésotérique et le fameux tarot divinatoire que tout le monde connaît. C'est vraiment une distinction pour moi qui est fondamentale parce que le tarot ésotérique, c'est pas du tout une pratique de tarot qui est liée à la voyance, à la prédiction, à la médiumnité ou quoi que ce soit. Le tarot ésotérique, pour moi, c'est plus une sorte de chemin de connaissance. C'est tourner davantage vers l'extérieur pour aller chercher. Non, justement, c'est pas tourner vers l'extérieur, puisque c'est ésotérique, c'est tourner vers l'intérieur, vers nous. On essaye d'avoir une certaine connaissance et la plupart du temps une connaissance de soi,
On parlait dernièrement de l'âme, de l'esprit, etc. Ben, c'est un peu ça, c'est comprendre ces fonctionnements internes de nous, de notre âme, de comment on grandit, comment on évolue. Et c'est ce que le tarot fait justement à travers ces 22 images très, très prenantes de symboles. Eh bien, il nous parle de notre âme, il parle des épreuves que notre âme traverse, des étapes aussi à franchir, et bien sûr de tous ses potentiels, puisque l'âme est là pour expérimenter dans la matière et donc a beaucoup de potentiel devant elle. Alors, quand je parlais justement de différentes peurs, ce qui serait intéressant, c'est de se demander, c'est un peu ça le chemin ésotérique, hein, c'est de se poser tout le temps des questions. Je dis souvent à mes académiciennes, quand vous avez quelque chose qui vous interpelle sur une carte ou qui vous pose question, bah, ne lâchez pas le fil. C'est tirer sur le fil de la pelote pour voir jusqu'où ça vous mène. C'est là que vous rentrez dans la quête, dans la découverte et dans l'apprentissage. Donc, dès que vous avez des interrogations, ne les lâchez pas comme ça en vous disant ouais, bon, bah, ok, c'est une question qui m'est venue, j'ai pas la réponse, on verra plus tard. Non, non, c'est toujours intéressant de bien tenir à cette question-là, parce que là, quelque part, c'est votre âme qui vous questionne, et de continuer à investiguer. Et du coup, j'évoquais le fait peut-être quand on veut aborder le tarot ésotérique, mais on n'ose pas parce qu'on peut avoir certaines peurs. Mais alors la question, c'est d'où viennent ces peurs? À quoi elles sont dues? Pourquoi on a peur? Parce que la peur, c'est quand même un sentiment très fort qui peut nous bloquer, qui peut nous empêcher d'aller de l'avant. Et très souvent, la plupart du temps, cette peur, elle vient de l'ignorance, ou alors encore pire, de l'amalgame à certaines choses. On a souvent peur des choses qu'on ne connaît pas. Et l'ésotérisme, en plus, il a longtemps été diabolisé. Alors, on l'a confondu avec plein de choses, notamment avec la magie noire, avec tout ce qui était l'occultisme, etc., dans son sens le plus sombre, le plus négatif. Et pourtant, l'ésotérisme, quand on prend la racine même de ce mot, c'est simplement une signification qui veut dire ce qui est caché, ce qui est à l'intérieur. Donc avec l'ésotérisme, on va aller regarder, encore une fois, à l'intérieur des choses, à l'intérieur de nous, comment ça fonctionne, comment cohabitent le corps, l'âme et l'esprit, etc. Et comment on peut faire pour grandir. Mais d'une façon, j'ai envie de dire, inhabituelle, c'est peut-être pas le bon mot, mais différente de ce qu'on peut le faire de façon exotérique avec un X, de façon traditionnelle, c'est-à-dire par rapport à ce qu'on apprend à l'école, par rapport à ce qu'on apprend dans la vie en général, par l'éducation que les parents nous ont transmise, etc. Ces peurs, quand je veux revenir à ce point de blocage-là, quand on ne veut pas aller dans l'ésotérisme, c'est une peur qui nous vient justement peut-être de la puissance des symboles, parce que les symboles sont quelque chose de très fort. Et souvent, on se dit, ah là là, gris-gris, ben, vous savez, on a plein de traditions comme ça. Par exemple, à l'époque, moi je me souviens, les grands-parents, quand ils renversaient du sel sur la table, je ne sais pas si on faisait ça aussi chez toi, Ah oui, Olivier, on prenait carrément. le sel et il fallait le jeter sous l'épaule. Je ne sais plus, il y avait une main et L'épaule une gauche, épaule ouais. voilà, Ouais. en partie. Il y a vraiment, ou le chat noir qui passe sous l'échelle, etc. Il y a tellement de superstitions que c'est des peurs qui viennent de loin finalement hein, quand on se confronte à l'ésotérisme. Et la plupart du temps, c'est lié aux symboles. Et le tarot, évidemment, est rempli de Le symboles. Il est symbole. quasiment composé que de ça. Ce qu'il faut savoir avec le symbole, c'est quand on le voit, on le comprend pas. Le symbole, on le ressent. Le symbole, c'est pas quelque chose qui vient parler à notre mental, à l'intellectuel, c'est quelque chose qui vient parler à notre âme, parce que c'est quelque chose qui est censé rassembler des parties symboles, hein, ça veut dire rassembler. On reconnecte les choses, à l'inverse de diabole qui divise. Et du coup, quand le symbole vient parler à notre inconscient, eh bien parfois un symbole, il peut venir réveiller certaines blessures, certaines mémoires. Quand je parle de mémoire, c'est peut-être pas forcément les mémoires liées à notre enfance, mais ça peut remonter
sur le transgénérationnel, puisque vous savez que dans l'ADN sont configurées beaucoup de choses, beaucoup plus que la couleur de nos cheveux, de notre peau, de nos yeux. Il y a beaucoup de choses qui sont codifiées dans l'ADN, et donc du coup, il y a des mémoires comme ça qui passent aussi à travers les générations, que l'on peut encore ressentir ou éprouver face à un symbole qui pourrait nous inquiéter. Et il y a Mais des là, parts d'ombre aussi de mais nous-mêmes. là, Oui. sur les mémoires, il y a beaucoup à savoir, parce que oui, il y a toutes les mémoires que tu cites, mais il y a aussi les mémoires de notre vie actuelle, parce que on en dispose de plusieurs également. On a la mémoire de l'enfance, la mémoire de notre adolescence, la mémoire de notre vie adulte, notre mémoire de vie professionnelle, de vie personnelle, notre mémoire de vie sentimentale. On développe énormément de mémoires, et Mm. parfois, un symbole va éveiller un souvenir lié à une de ces mémoires, et ça peut nous faire vaciller, ça peut nous faire peur, ça peut nous faire du mal. C'est vrai. Exactement. Il y a plein de choses comme ça qui sont vraiment liées au symbole, qui peuvent faire peur, quoi. Et du coup, ou l'inverse, hein, il y a des symboles qui sont très positifs et qui amènent de l'énergie, qui amènent de la joie, et cetera. Ouais, la plupart du temps, on n'en parle pas de cela. Et Parce ouais. qu'ils sont tellement bienvenus qu'on les garde, mais on ne fait plus attention à ça, on les prend. Et c'est surtout ceux qui vont nous impacter de manière plus négative qui vont être significatifs. C'est ça, c'est ça. Mais je pense que quelque part, à un moment donné, les symboles, on peut pas, les symboles sont pas dangereux. Enfin, c'est quelque chose qui nous accompagne, qui font partie de notre quotidien, et quelque part, si on arrive à ressentir quelque chose quand on voit un symbole, ça montre bien que le symbole a une vibration. D'ailleurs, vous savez que tout est fréquence, hein, même nous, on n'est que vibration. Et le symbole aussi apporte une vibration, et ça veut dire que quelque part, ces symboles sont vivants et ils sont animés. Ils nous amènent. C'est pour ça que quand on traite le tarot de façon ésotérique, on ressent les choses parce qu'il y a un dialogue. Moi, je dis souvent, encore une fois, à mes académiciennes, décidément, aujourd'hui, je bafouille beaucoup, que quelque part, quand moi je travaille avec le tarot, je lui parle comme un ami. C'est parce que je le considère comme un être, vivant. Ça peut paraître bizarre, mais je lui parle, je lui dis: «Ah mais non, mais je suis pas d'accord avec ce que tu dis», ou «Ah là, tu exagères», ou «Alors là, ça m'étonne pas». Enfin voilà, j'ai des petits commentaires, des choses comme ça, je lui parle, ou, après les consultations, je lui dis: «Bah merci mon pote, tu as bien bossé, on a fait une belle équipe tous les 2», voilà. Enfin, il y a une sorte de complicité qui se met parce que je ressens les cartes plus que je ne les lis. La lecture, c'est la première étape, et ensuite les symboles, ils sont carrément ancrés dans une énergie qui fait que on est en connexion avec ces symboles. Et ça arrive quelque part quand notre âme, elle est prête à entendre ce que les symboles à nous dire finalement, à exprimer. Mais encore une fois, c'est comme dans tout. Quand on veut explorer les symboles, il y a les symboles qui sont plutôt positifs et des symboles qui ont une autre énergie. Mais on ne peut pas prendre le côté lumière sans avoir le côté ombre. C'est comme Mm. nous. On est comme un yin et un yang, comme le jour et la nuit, qui font partie des 24 heures d'une journée. On ne peut pas avoir l'un sans avoir l'autre, sinon l'un n'existe plus. On ne peut pas avoir la lumière sans l'ombre, sinon il n'y a plus de lumière. Et vice-versa, quoi. C'est un tout. Mais je pense que quand l'âme se sent prête, eh bien, du coup, il y a quelque chose, un déclic qui se passe, qui fait que on arrive à passer le cap. Je vais prendre un exemple d'un symbole que vous connaissez toutes et toutes, qui est très parlant. C'est l'exemple du pentacle. D'ailleurs, ce pentacle, quand on regarde le tarot de Rider-Waite-Smith, que j'ai juste ici, vous l'avez Ah, sur l'empreinte du il est diable. bien visible, hein. Voilà, il l'a au-dessus de la tête, ce pentacle-là. Mm. Donc ce pentacle, en fait, c'est quelque chose qui est un symbole vraiment ancien, qui est un symbole très puissant, qui a une signification aussi qui, un peu comme beaucoup de symboles, on fait les frais de tout ce qui était la chasse aux sorcières et tous ces grandes cabales, dans le sens vraiment cabale au fil des siècles. Et du coup, tous ces symboles qui étaient puissants et anciens ont parfois été déformés, ont été transformés. Mais la richesse
de ce symbole-là, de ce pentacle dont je parle, il réside justement dans une certaine ambivalence du symbole. Il peut être à la fois ombre et lumière, il peut être sacré et profane, il peut aussi être un symbole païen très fort, comme un symbole diabolique. Et en fait, concrètement, déjà, pour revenir un petit peu sur cette notion de pentacle, parce que savoir un peu ce que c'est, même si je pense que la plupart d'entre vous le savent, le pentacle, c'est une étoile à 5 branches qui est inscrite dans un cercle. Il ne faut pas le confondre avec le pentagramme, qui est juste l'étoile à 5 branches toute seule. Ce n'est pas le même talisman. Donc, on a vraiment 2 symboles différents. Là, je vous parle bien du pentacle, donc à 5 branches, avec le cercle. Et du coup, ce symbole, pentacle, justement, donc, pour moi, il remonte à très, très loin, dans la haute antiquité, etc. On en avait déjà des traces chez les Sumériens, chez les Pythagoriciens, chez les druides celtiques, ils utilisaient ce symbole. En alchimie, on l'utilise aussi. Les kabbalistes l'utilisent. Enfin bon, bref, surtout dans les traditions magiques, évidemment, on va utiliser ce symbole. C'est quelque chose qui a été très vu et très utilisé. Quand on prend l'aspect, on va dire, lumière de ce symbole, je décortique comme un yin et un yang, hein, toujours là, comme le tarot, il y a, vous savez, la face pile et la face face, en l'occurrence, pile ou face. Et il y a donc, la face pile et l'autre, en fait. Voilà, et l'autre. Et la face face. Du coup, dans ce pentacle, si je prends cet aspect sacré, païen, bénéfique, etc., dans les traditions justement de ce type-là, tout ce qui était tradition ésotérique et spirituelle au sens large, de façon authentique, eh bien le pentacle, c'est vraiment un symbole profondément sacré. Il va incarner les 5 éléments déjà, hein, parce qu'il y a les 5 pointes de l'étoile qui nous donnent la terre, l'eau, le feu, l'air, l'esprit ou l'éther, qui est la pointe du haut, hein, le sommet. On peut aussi avoir la structure de l'être humain avec la tête en haut et les 4 membres, les 2 bras, les 2 jambes. L'étoile, comme ça, ressemble un peu à la symbolique de l'être humain. D'ailleurs, on retrouve cette posture d'ouverture sur l'homme de Vitruve, hein, oui. de Léonard de Vinci, qui est très connu. Ça montre bien cette illustration du pentacle. Et là, vous comprenez bien qu'il n'y a rien de diabolique sur cette représentation-là. Enfin, que je sache. Que je sache aussi, peut-être qu'à l'époque, c'était assez dramatique de voir une posture d'homme de cette manière et avec les membres démultipliés. Et peut-être que cette symbolique-là, à l'époque, pouvait peut-être paraître diabolique. Peut-être. C'est vrai que cette représentation, aujourd'hui, elle nous est commune, on la voit partout, que ce soit dans la publicité, dans la vie de tous les jours ou à travers l'œuvre qu'on a déjà tous au moins vue une fois quelque part, de l'homme de Vitruve. Mais encore, tu vois, Olivier, ça revient à dire ce que je disais, c'est que les peurs qu'on peut en avoir, tu disais à l'époque, etc., ça pouvait faire peur, c'est encore dû à un manque de connaissances. C'est ça, c'est Parce qu'on l'ignorance, on est d'accord. voilà, c'est cette manque de connaissances qui fait qu'on a peur d'un symbole qui n'est pas du tout néfaste, en fait. Et donc, ce pentacle, pour revenir dans d'autres représentations, par exemple dans les traditions néo-païennes, surtout dans la tradition de la Wicca, hein, qui est un peu, on va dire, une représentation de la magie en général, qui est une tradition qui est venue dans les années 70 à peu près, donc tout ce qui était partie New Age, il y a vraiment cette utilisation du pentacle qui était souvent portée comme talisman. Parce qu'il avait un rôle très païen. Il était là pour honorer la nature, honorer la déesse, les cycles lunaires, la spiritualité incarnée. Donc, vous voyez qu'il y avait des valeurs très positives à ce symbole. Ça représentait, comme dit, l'ancrage dans la terre, puisque le rond, c'est l'unité. Et on avait les 5 éléments dans l'unité, dans le cercle. Donc, on est vraiment dans quelque chose de très tourné vers la spiritualité et vers l'humain incarné aussi, reconnaissant à Gaïa, en l'occurrence à la déesse. Dans ce contexte-là, c'est plutôt un symbole qui est bénéfique, purificateur, qui va venir représenter comme une sorte de lien entre l'homme et le divin, et comme je dis souvent, entre le microcosme et le macrocosme. Et à partir de là, on peut voir le pôle inverse de ce pentacle, qui est plutôt, quand on parle d'un aspect inversé ou diabolique, hein, si on veut utiliser le mot qui va, eh bien, à ce moment-là,
ce pentacle, il devient, comme on le voit sur l'arcane du tarot, avec la pointe en bas. Il n'est plus la tête en haut et les 2 pieds en bas, il est inversé. Donc il y aura une seule pointe en bas et 2 jambes en l'air. Et donc souvent, cette inversion va changer la signification symbolique. Mais en même temps, à bien y regarder, du fait que j'ai transformé le symbole, la tête n'est plus en haut, elle est en bas, quelque part, il y a de fortes ressemblances au symbole, mais ce n'est plus le symbole. Il est différent, il est représenté, il a été déformé, utilisé dans un autre sens. Il n'a plus les mêmes propriétés. Il n'a plus les mêmes propriétés. Et du coup, avec la pointe dirigée vers le bas, cette fois-ci, n'oubliez pas, la pointe, je vous disais, c'est celle qui représente l'éther et l'esprit, et bien que la tête dirigée vers le bas, le pentacle, il va comment dire, symboliser quelque chose où l'esprit va être soumis à la matière, puisque la matière, c'est toujours vers le bas. Donc l'esprit, il est connecté directement à la matière, et même plus que ça, c'est nos instincts, notre ego qui vont refaire surface, parce que l'esprit est vraiment lié fortement à la matière, à la terre. Donc on n'est plus dans un esprit d'un symbole où l'éther, la tête, l'esprit est vers le ciel, vers le spirituel. Là, au contraire, on est dans l'ego. Donc on a une toute autre représentation de ce symbole-là. Et dans certaines traditions justement occultistes qui étaient des traditions modernes, bien, ce pentacle inversé, il a été récupéré par certains courants lucifériens, des courants sataniques, etc., qui l'ont encore une fois modifié, rajouté des choses dessus, etc. Notamment, on le voit très bien dans le sceau de Baphomet, qui est utilisé par l'église de Satan, qui existe, qui est une église qui a été fondée en 1960 ou 66. Et sur ce sceau, sur ce pentacle-là, à l'envers, on va en plus y projeter une tête de bouc. Et justement, le bouc avec ses 2 petites cornes, les 2 oreilles comme ça, et la barbichette en bas, là, il rentre bien dans le pentacle. Donc, ces 2 symboles qui sont venus se superposer pour, encore une fois, symboliser les pulsions primaires. Mais dans un symbole païen, le bouc représente l'animal, va représenter les pulsions premières de l'homme. Et donc, rattaché à la matière, encore une fois, on vient renforcer ce symbole-là. On n'est même pas encore, avec ce sceau de Baphomet, dans des choses diaboliques ou magie noire, etc. C'est encore quelque chose de très païen, mais qui nous ramène à la terre, qui nous empêche juste, et c'est déjà beaucoup, de nous connecter au sacré. Donc déjà là, c'est quelque chose d'un symbole assez puissant, assez fort, même s'il n'est pas encore 100% vraiment diabolique. Et ce symbole, encore une fois, à l'envers, représente quelque part une perversion de l'ordre naturel des choses, parce que c'est une sorte de volonté de vouloir dominer par la force. On oblige l'esprit à rester dans la matière. Et l'esprit va souffrir, et si l'esprit souffre, l'âme souffre, et donc nous souffrons. Alors, c'est pas pour autant que c'est un symbole du mal, comme je dis souvent, entre guillemets, quelque chose de diabolique, comme je le dis depuis le début, mais c'est un symbole d'enfermement dans la matière, où on va couper l'homme du divin, du sacré. On va couper l'âme et l'empêcher de retourner à la source, dans cette transcendance, dans cette évolution qu'elle attend de faire, puisque le parcours de l'âme, c'est ça, c'est expérimenter la matière pour apprendre et rejoindre la source et s'élever à nouveau. Et là, on l'empêche de le faire. Donc, ça devient plus un saut d'enfermement, de scellement, que quelque chose encore de néfaste. Mais ce sens diabolique qu'on va donner à ce sceau, à ce pentacle, en fait, à l'envers, par exemple, c'est quelque chose qui est assez récent aussi. Ça reflète pas forcément l'histoire à travers les différentes arts ou sciences qui ont pu l'utiliser. C'est vraiment un courant particulier qui a dévié ce symbole et qui en ont fait ce sceau justement de Baphomet de manière particulière. Moi, je pense que quelque part, de toute façon, le symbole, il n'est pas dangereux en lui-même. Le symbole, c'est ce qu'on voit. Donc là, je vous ai donné un exemple avec le pentacle. Donc dans le tarot, je vous ai dit, il y en a beaucoup, il y en a énormément des symboles.
Mais comme toujours, quand on travaille en ésotérisme, donc c'est-à-dire à la compréhension de ces symboles, au ressenti de ces symboles, tout va dépendre de votre intention. C'est l'intention de l'utilisateur, de la conscience de l'utilisateur, de votre posture intérieure. Ça dépend de comment vous allez employer ce symbole. Le symbole n'est qu'un symbole, c'est l'utilisateur du symbole qui va finalement révéler la nature même qui va être portée par le symbole. C'est l'intention que vous allez y mettre qui va faire que le symbole sera plutôt du côté lumière ou ombre. Le symbole en lui-même ne fait que révéler ce que nous portons en nous. Et donc, je pense qu'Olivier, Moi, quand je on suis tout à parle fait d'accord. de danger, ça vient plutôt de là, non, la Non, problématique. on est d'accord, ça vient plutôt de ce côté-là, mais j'ai vu tes paroles jusqu'à présent parce que ça m'a fait penser à tellement de choses. Il y a un symbole qui, dans notre contrée européenne, est vraiment quelque chose qui, lorsqu'on le retourne, on voit tout de suite le changement d'énergie, qu'on passe du positif au négatif, c'est la croix chrétienne. Mm. Aujourd'hui, quand tu vois une croix mise dans son bon sens, on voit naturellement un symbole bon, naturellement. Et lorsqu'on le voit retourner, que ce soit dans les films, que ce soit quelque part tagué sur un mur, on a tout de suite un sentiment d'oppression, on a tout de suite Mm. un sentiment négatif qui apparaît. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est nos croyances qui ont été touchées. C'est pas le symbole qui est gravé à l'envers qui nous dit je suis le mal incarné. C'est nos croyances, ce qu'on a perpétué de génération en génération, qui nous disent ce symbole veut dire quelque chose qui ne me convient pas ou qui ne va pas à l'encontre, qui va à l'encontre de mes propres croyances. En fait, c'est vraiment incroyable. Mais c'est vrai que, comme tu le dis, pour moi, la question du danger, en fait, elle revient souvent et elle n'est pas seulement liée au tarot. Moi, j'ai vu ça avec plein d'outils, la PNL par exemple, l'hypnose, la méditation. Et il y a toujours quelqu'un à un moment qui va, en pratiquant ça, dire ah ouais, mais c'est puissant, mais est-ce que ça pourrait pas être dangereux? Est-ce qu'on pourrait pas Mm. manipuler des gens avec ça? Et moi, ce que j'ai appris, surtout avec mon expérience, c'est que c'est jamais l'outil en soi qui est dangereux, c'est ce qu'on en fait. C'est l'intention de la personne derrière qui va rendre l'outil ou la croyance dangereuse ou la pratique dangereuse. C'est donc notre posture qui va faire que tel ou tel outil, telle ou telle pratique va être bonne pour ceux qui la suivent ou va plutôt aller dans le sens inverse. Et moi, je me souviens très bien quand j'ai commencé à apprendre à apprendre le coaching, quand j'ai découvert la PNL, qu'on m'a présenté ça, j'ai tout de suite vu à quel point c'était un outil qui pouvait être puissant s'il était aussi mal utilisé. Il est puissant si on l'utilise bien, mais peut être puissant également dans une mauvaise utilisation. J'ai donc compris pourquoi certains le critiquaient, cet outil, parce que mal utilisé, ça devient manipulatoire. Bien utilisé, avec éthique et bienveillance, comme le font la plupart des coachs aujourd'hui et autres thérapeutes, ça peut devenir un vrai levier de transformation pour la personne qui est en face et transformer sa vie dans quelque chose de positif. Dans un autre exemple, je parlais tout à l'heure de l'hypnose, mais en fait c'est pareil. L'hypnose, tout dépend de la conscience de celui qui va vous guider à travers une séance d'hypnose et ce qu'il va induire comme comportement, comme automatisme chez vous par rapport à ça. Et la méditation, on est exactement dans le même objectif. On peut méditer pour se recentrer au niveau de ses émotions. Mais quand on va méditer pour éviter de ressentir, se couper de ses émotions, sous prétexte de chercher cette fameuse paix intérieure, ce calme, ce vide intérieur que personne n'arrive à trouver parce que le vide intérieur n'existe pas, eh bien on voit bien qu'on est en train de dévoyer le système pour corrompre une idée qui, à la base, était là pour nous faire sentir bien et on va se sentir de plus en plus mal. Donc oui, c'est toujours une question d'utilisation et pas d'outil. Parce que l'outil en soi, c'est juste un outil. On l'utilise, on ne l'utilise pas, on en fait ce qu'on veut. Et quand on me demande si le tarot est dangereux, parce qu'on en parlait, parce qu'on a eu cette question qui nous a été posée assez récemment, ben moi je dis non, le tarot n'est pas dangereux, c'est un outil puissant, oui, mais comme tout outil puissant, il demande une clarté dans son utilisation et une clarté de la personne qui l'utilise. C'est ni un jouet, c'est plutôt un miroir, en fait. C'est pas un jouet, c'est un miroir de notre être.
Quand on l'utilise, il peut nous dire des choses qui vont bousculer notre mental. Il peut révéler aussi des mémoires enfouies, tu en parlais tout à l'heure. Mais c'est ce qui le rend précieux, parce que si on est en quête de réponse, eh bien là, on va en trouver. Mais il faut être en quête. Si on n'a pas envie de trouver de réponse, il vaut mieux pas utiliser cet outil et le laisser de côté, parce que le vrai danger, encore une fois, c'est pas le tarot, c'est d'y aller sans conscience, de le transformer comme une béquille ou un outil de pouvoir qu'on va pouvoir utiliser sur nous ou sur les autres, parce qu'on peut aussi se faire du mal à soi-même. Hein. On n'est pas toujours en train de chercher à faire du mal aux autres en utilisant un outil dans la mauvaise manière. Mais je pense que l'outil en soi, il n'est pas dangereux. C'est même un outil qui va nous permettre de trouver un chemin de vie qui est plutôt profond et qui va nous permettre de suivre un parcours d'éveil personnel. Donc voilà, de toute manière, je pense qu'on en est tous là, on en a tous conscience, mais parfois c'est bien de le dire parce que on oublie facilement ce genre d'explication sur un outil. C'est pas l'outil qui est dangereux, c'est les personnes qui l'utilisent bien ou mal. Voilà. L'intention de chacun, exactement. Exactement. D'ailleurs, pour moi, pour revenir sur le tarot ésotérique, comme tu parlais d'outils, pour moi, c'est vraiment un outil d'éveil. C'est pas un objet de pouvoir. C'est pas parce qu'on utilise le tarot que ça y est, on devient le maître du monde, quoi. Au contraire. Je vais dominer le monde. C'est vrai que quand on a cette image préconçue que, alors je parle de voyance parce que généralement on fait facilement le lien entre le tarot et la voyance. D'ailleurs, on le voit dans les films. Hein, c'est quand on va voir la bohémienne qui tire le tarot. Ben, rien que quand on dit ça, on sent une chape de plomb qu'on dit mais mon Dieu, si elle me tire l'arcane de la mort, je vais mourir demain matin, quoi. Mais on voit surtout qu'elle tire toujours l'arcane de la mort. En plus, oui. Non, mais c'est vraiment cette image de te dire que quand on utilise le tarot, c'est quelqu'un qui a la puissance et qui a notre vie entre ses mains, quoi. Donc c'est pas du tout ça, en fait. C'est pas un objet de pouvoir, le tarot. Le tarot, pour moi, surtout ésotérique, c'est un outil d'éveil. C'est comme n'importe quel outil. Un tarot, bien sûr, il peut être mal utilisé. Bien sûr que quand on fait des consultations, on peut facilement dévier et arrive ce qui arrive dans les déviances quand on fait de la voyance, mais ça devient une addiction pour certaines personnes parce qu'elles se font manipuler et tout. Mais c'est comme tout, en fait. C'est comme les paris, les jeux, l'alcool, enfin tout ce qui est additif, en fin de compte, quoi. Et tout est outil et tout peut être transformé si c'est mal utilisé. Et le tarot, c'est pareil. Donc du coup, il faut apprendre à savoir s'en servir avec conscience. Tu parlais de conscience tout à l'heure, Olivier, avec bienveillance et surtout dans un ressenti des symboles. Il n'est pas fait, ce tarot ésotérique, pour chercher à dominer, ni à manipuler ou encore moins, j'allais dire, à se donner à nous-mêmes une sorte d'illusion d'avoir, ça y est, parce que j'ai appris le tarot, j'ai la connaissance, je suis au-dessus de tout le monde. Non, c'est pas du tout ça, en fait. C'est pas parce qu'on apprend le tarot ésotérique qu'on sera meilleur que les autres. C'est vraiment un outil d'éveil personnel, en fait. C'est ça, c'est une compréhension d'éveiller la conscience, d'alimenter notre conscience pour prendre conscience justement de ce qu'est notre âme, ce qu'elle représente vraiment, quel est l'objectif de son incarnation ici, de comprendre le monde, en fait, simplement. Et ça, c'est des questions qui remontent à la nuit des temps. Hein. Et tous les philosophes disaient qui suis-je, dans quel étagère, j'ai osé la faire, et ainsi de suite, quoi. Je m'en doutais, je la sentais venir. Et donc ces grandes questions, finalement, ce sont des questions légitimes et avec le tarot ésotérique, on va pouvoir y répondre parce que justement, c'est à travers le symbole qui parle à notre âme que l'on va pouvoir ressentir ces choses-là. Parce qu'avec les mots, c'est difficile parce que les mots sont limités. Ils n'ont pas la puissance, même si les mots sont puissants, ils n'ont pas suffisamment d'ouverture ou d'ampleur pour pouvoir définir ce que le cœur ressent. Et c'est pour ça que le symbole parle à notre âme et pas à notre mental. Et on en parlait, je crois que c'était dans le dernier ou l'avant-dernier live, je ne sais plus, de la manière dont on tire le tarot, avec l'âme ou avec l'esprit. Oui. Et c'est là que fait toute la différence, parce que c'est soit on le fait de manière intellectuelle, soit on le fait de manière
plus dans l'émotionnel, avec le cœur, avec les ressentis, et cetera. Mmh. Quand on fait ce travail avec le tarot ésotérique, hein, dans son essence profonde, le tarot pour moi, c'est un livre sacré. Je vous dis toujours, pour moi, c'est le livre de la vie. C'est un livre sans images, enfin avec des images, sans texte justement, mais qui nous parle d'un parcours initiatique. Ça, vous le savez maintenant, si vous suivez la chaîne, vous avez l'habitude, il y a assez de vidéos sur le sujet. Mais je pense que ce message-là, c'est ce qu'on nous enseignait déjà dans les écoles des mystères de l'Égypte antique. Et c'est cette notion d'élévation, cette notion de progression qui doit être transmise et que cet outil veut nous transmettre. C'est pas du tout, je vais apprendre à dominer le monde, à pouvoir le contrôler, à avoir la connaissance. C'est pas cet outil-là. C'est pas un outil de despote, le tarot, pas du tout. Mais encore une fois, c'est celui qui l'utilise qui va y mettre son intention. Donc c'est ça la différence. Si vous avez de bonnes intentions, le tarot ne peut pas être négatif, ou ésotérique en tout cas, il ne peut pas être négatif, ou il ne peut pas être mauvais. Même quand on a des cartes à l'intérieur comme le diable, l'arcane sans nom, le pendu, la maison Dieu, toutes ces cartes qui font peur tout le temps, eh bien, elles ne doivent pas faire peur. C'est simplement qu'elles viennent. Les symboles qui sont dans ces cartes-là viennent en fréquence vibratoire réveiller quelque chose en vous qui a besoin d'être travaillé, qui a besoin d'être transmuté. Et d'ailleurs, quand on va lier, comme je le fais, le tarot à l'alchimie, eh bien, on va vous proposer de transmuter le plomb de notre inconscience en or de la sagesse. Quand on va être avec la Kabbale, vous savez, quand j'utilise l'arbre des séphirotes, c'est justement pour gravir de séphira en séphira, pour retrouver l'unité. Et quand je vous parle de Sophia, quand je suis dans la gnose avec Isis, etc., eh bien là, ça va nous aider à nous souvenir de qui nous sommes, de nous souvenir que nous sommes cette petite étincelle divine tombée dans la matière, un beau jour comme ça, et qui est quelque part simplement en quête de retour. Et le tarot nous explique tout ça en lien avec, comme je disais, d'autres arts, d'autres sciences, et qui sont là pour nous aider à avoir des biais différents de compréhension. Mais rien de tout cela, finalement, n'est dangereux tant que c'est fait avec humilité, avec discernement et surtout avec respect du sacré. Moi, je suis plutôt d'accord, mais après, j'ai aussi un autre avis par rapport à l'utilisation du tarot, encore un autre avis que je me suis forgé à force de croiser autant de pratiquants, c'est que, tu sais, enfin, tu vas me dire si tu partages mon avis, mais tu sais, il y en a donc qui utilisent le tarot pour faire de la voyance, d'autres qui l'utilisent pour faire même de la médiumnité, d'autres comme toi qui l'utilisent plutôt dans sa lecture ésotérique. On en a d'autres encore qui utilisent ça plutôt d'un point de vue psychologique. Voilà, on a chacun, on retrouve un panel de personnes qui l'utilisent de différentes manières. Et encore une fois, c'est l'intention de la personne qui va utiliser. Mais moi, je prends le parti qu'en fait, le tarot, ce n'est qu'un miroir de ce que nous sommes. C'est-à-dire que la voyante, le médium, le tarologue ésotérique ou le tarologue psychologique qui va lire le tarot pour vous, il ne va faire que refléter ce que vous êtes. Le tarot va vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de vous et que vous n'arrivez peut-être pas à comprendre ou vous n'avez pas encore vu parce que c'est de l'inconscient. Donc, il n'y a pas de divination, médiumnité, il y a une lecture qui vous appartient. Et cette lecture, il faut la prendre ou non, c'est votre libre arbitre derrière, mais il faut essayer de la comprendre. Et pas derrière dire, oui, alors j'ai un ancêtre qui est venu me parler à travers le tarot, j'ai vu tel médium qui me dit ceci, cela, il faut que je quitte mon mari, il faut que je change de métier, il faut que je change de planète. Faut à un moment garder quand même un tout petit peu les pieds sur terre et trouver le juste milieu. Pourquoi je reçois ces messages? Qu'est-ce qui fait que tel ou tel message du tarot m'arrive dans ma vie à tel moment de mon existence? Et là, peut-être qu'on trouvera des réponses qui nous feront grandir. Je ne sais pas ce que tu en penses par rapport à ma vision, mais voilà, moi je me suis forgé cette croyance-là. C'est vrai que le métier de tarologue, pour moi, c'est l'intermédiaire. C'est le mauvais terme de médium, mais le tarologue, c'est celui qui sait déchiffrer les symboles. Et en fait, le tarot, dans une consultation, il va être le miroir du consultant.
forcément, puisque c'est lui qui a les questions. Donc c'est le miroir de celui qui pose les questions, enfin qui a les questions et qui attend des réponses. Et le tarologue n'est que l'intermédiaire qui va essayer, comme un interprète entre deux personnes qui ne parlent pas la même langue, et qui va essayer de traduire ce que ce livre d'images veut dire et apporter des réponses. Alors certains vont le faire en se mettant dans une position de voyance, de prédire l'avenir, etc. D'autres vont essayer de le faire plutôt en style coaching pour aider la personne à transmuter les choses du présent, etc. D'autres vont le faire dans un cadre psychologique pour travailler plus sur la psyché ou sur l'émotionnel. Mais dans tous les cas, comme tu le disais, le tarot, c'est toujours un miroir de la personne qui pose, qui vient avec ses questions, quoi. Et le tarologue ne fait que lire ça. Et c'est pour ça que je pense que le tarot, dans une consultation, c'est un moment où il faut être avec la bonne personne. Parce que quand on a un traducteur, on prend deux personnes étrangères, tu as un traducteur au milieu, il y en a un qui te dit bonjour, et l'autre, le traducteur va traduire, je sais pas, quelque En chose anglais, de... tu peux avoir hello, hi, Oui, good morning. Tu vois, tu as différents mots si c'est on prend ça, ton mais analogie. c'est pas tant que ça, c'est que le traducteur traduit quelque chose de négatif parce que il Ah, est mauvais ou il a une mauvaise journée ou tu vois, il le hmm, dit ouais ouais, il t'envoie promener pour être joli, poli surtout, tu vois. Alors que la personne qui a dit bonjour dans un premier temps n'a pas forcément des pensées négatives ou des intentions hmm, mauvaises. C'est hmm. le traducteur qui a mis son énergie qui Exactement, n'était ouais. pas la bonne énergie. Et l'autre en face se prend ça dans la face, alors que c'est pas l'intention de la première personne, tu vois. Donc c'est pour ça que quand on est dans une consultation, c'est un jeu d'équipe. Ça veut dire que le tarologue doit aussi, quand le tarologue dit je regarde si je me connecte bien à vous, si je vous ressens, c'est une chose, mais le consultant aussi doit être en phase avec le tarologue, il doit ressentir la personne, il faut être à l'aise. Quand vous vous sentez pas à l'aise avec un tarologue, un médium ou quelque chose, tournez les talons, allez voir ailleurs, quoi. Vous ne restez pas parce que de toute façon, la consultation ne sera pas bénéfique. Il Hmm. faut toujours qu'il y ait une harmonie, que vous vibrez sur la même fréquence. Ça, c'est très important parce que sinon, le message est forcément tronqué parce que vous n'êtes pas sur la même variation, la même fréquence de vibration. Non, mais je crois que c'est important de le redire, hein, le tarot n'est qu'un outil, et c'est Mm. pas un outil de pouvoir, c'est un outil d'éveil avant tout, et ça change tout. Moi, j'ai souvent vu cette confusion chez les pratiquants que j'ai rencontrés avec nos différents déplacements pour l'académie, hein. Certaines personnes cherchent des outils pour avoir des réponses toutes faites, pour avoir des certitudes, un cadre rassurant, presque avoir une garantie de ah, je vais changer de travail, je vais dans une nouvelle entreprise, est-ce que je vais réussir ma carrière? Mais j'en sais rien, parce que si je te dis oui et que tu vas plus rien faire dans ton travail parce que tu sais que c'est garanti, ben finalement, ça va mal se passer et tu vas être licencié dans 6 mois et tu vas te dire, mais pourquoi? Le tarot m'avait dit que c'était sûr, j'allais réussir ma carrière dans cette entreprise. Enfin, c'est des personnes qui veulent savoir quoi faire, quand, comment, se libérer de ce poids, de cette charge. Et elle se tourne donc vers le tarot pour se libérer de cette responsabilité. Mais le tarot, comme tout outil d'introspection, il n'est pas là pour décider à notre place, il est là pour nous aider à voir plus clair une situation, à prendre du recul, à réveiller une part de nous qui Mm. sait déjà qu'est-ce qui est bon pour nous, mais on ne l'a pas encore conscientisé. Tu Ce vois. qui est souvent, ce qui est souvent, ce qui peut être dangereux dans les consultations comme ça de tarot, c'est justement ce que tu expliques là, c'est quand le consultant donne son pouvoir au tarologue ou au tarot, en l'occurrence. Parce que Mm. quelque part, il ne veut pas prendre de décision. Est-ce que je dois quitter mon mari, ma femme? Est-ce que je dois quitter mon travail ou pas? Le tarot lui dit: «Oui, vas-y, quitte tout». Ah bah, si le tarot l'a dit, je peux le Ah oui, faire, tu vois? Et donc quelque part, le consultant, il ne prend plus ses responsabilités. C'est le tarot qui exactement. m'a dit ou la tarologue, moi je fais, quoi. Et pourquoi après ça marche pas? Ah bah tiens, maintenant je rejette la faute sur le tarot parce que ça a pas marché. À un moment donné, le tarot, comme on dit souvent, hein, c'est des cartes, c'est un bout de papier avec des symboles, voilà. Même si les symboles ont un côté sacré, il a aucun pouvoir de décision. C'est chaque personne qui est responsable de son âme, de son être et en conscience doit prendre ses propres décisions. Donc moi, je n'aime pas prendre le pouvoir, hein, finalement quand on est en consultation parce que quelque part ça déroute
le consultant de ses propres responsabilités. Mais en même temps, je dirais, quand vous allez voir un tarologue ou tout autre thérapeute ésotérique, s'il commence à prendre le pouvoir sur vous, je vous dirais tournez les talons et partez. On n'est pas là pour vous dire ce que vous devez faire, on est là pour décortiquer et décrypter une problématique pour que vous puissiez y voir plus clair et prendre la décision par vous-même. Parce que c'est votre vie au final, hein, c'est notre vie qu'on a en jeu. La confier à quelqu'un, c'est jamais très très bon parce que cette personne, elle n'a pas la responsabilité de votre vie, elle s'en fiche. Elle fait sa consultation et terminé. Donc, c'est très important de se responsabiliser et de garder son libre arbitre. Et moi, je le vois en tant que coach dans mes consultations, on me demande parfois, hein, ça arrive de moins en moins souvent, mais on me demande quand même qu'est-ce que je dois faire. Mmh. Et sincèrement, ma réponse, c'est souvent une question. Je tourne ma réponse en une forme de question. Parce que mon rôle de coach, c'est comme celui d'un tarologue, hein, on est dans la même posture. C'est pas de venir dire, ah oui, faites ceci, faites cela, et tout ira bien, tout va s'arranger. Non, nous, on est là pour pas déjà conseiller, on est là pour faire émerger des choses qui sont inconsciemment enfouies dans le consultant, et qu'il va falloir qu'il les conscientise pour qu'il comprenne quelle voie prendre. Il va choisir lui-même sa propre route. Que ce soit la bonne ou la mauvaise route, c'est pas ça la problématique. C'est de faire un choix et d'avoir la matière pour prendre ce choix en toute conscience. Et donc, on est là pour accompagner une personne vers sa propre réponse, vers la construction de son propre chemin. Quand on parle de notre chemin de vie, c'est notre chemin de vie. C'est pas le chemin de vie que quelqu'un va nous tracer pour nous et qu'on doit prendre. C'est à nous de trouver la bonne route qui nous convient. Et moi, j'aime bien avoir cette image justement du miroir dont on parlait tous les deux au début de l'émission. Pour moi, le tarot est à l'âme ce que le miroir est au corps, en fait. Il ne ment jamais. Quand on voit son reflet dans un Mmh. miroir, on a beau dans la tête avoir une image idéalisée de nos 20 ans, le miroir est violent, quoi. Il nous rend l'image de ce que l'on est aujourd'hui. Ça dépend pour qui. C'est vrai. Mais en même temps, je vous dirais que le miroir, il est peut-être violent, mais il ne juge pas. Il va pas vous dire, ah oui, mais vous avez vieilli, vous êtes un peu vous avez un peu d'embonpoint, vous n'êtes pas très musclé, vous êtes ceci, vous êtes cela. Il va vous montrer la réalité. La réalité, c'est à vous d'en faire ce que vous voulez. Si l'image vous convient, vous restez tel que vous êtes. Si l'image vous convient pas, eh bien vous choisissez peut-être de vous reprendre en main et d'essayer de faire quelque chose pour améliorer votre image et que vous soyez vraiment aligné avec ce que vous avez dans l'esprit. Et je veux dire, si ce qu'on voit nous dérange, et que parfois on préférait même refermer le jeu de tarot parce qu'il nous apporte des réponses qui ne nous plaisent pas, mais en fait, encore une fois, c'est que le tarot n'est pas le problème. Hein. C'est que ça vient toucher quelque chose en nous, que ce soit dans nos mémoires, dans notre passé, au niveau émotionnel, relationnel, professionnel, quel que soit le cadre, ça vient toucher quelque chose en nous. Si on n'est pas prêt à ce qu'on vienne pointer du doigt des évidences que l'on cache intérieurement, alors vaut mieux s'arrêter et vivre dans notre bulle d'ignorance. Et c'est très bien, c'est très bien. Ça peut suffire à certaines personnes pour simplement vivre une vie épanouie. Hein. Mais surtout que si on doit utiliser systématiquement le tarot juste pour confirmer des réponses qu'on a envie d'entendre, je vois pas l'intérêt, quoi. Au contraire, Non, moi, je trouve qu'une consultation est réussie quand le tarot vient contrecarrer les plans de celui qui vient avec les questions, quoi. Parce que oui, se faire confirmer que j'ai envie de changer de travail, se faire confirmer que je me sens seule dans la vie, que j'ai envie de trouver le grand amour, etc. Est-ce que je vais trouver le grand amour? Oui, oui, tu vas trouver le grand amour. Il n'y a aucune plus-value à ça. C'est aller trop dans le sens du consultant. Tu sais, c'est quand le tarot vient te titiller en te disant des choses que tu comprends pas. Et moi, j'ai même parfois des consultants qui me disent, je vois pas du tout de quoi vous parlez là, je comprends pas. Et non, 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 je l'accepte pas cette réponse parce que justement, ça vient bloquer. Il y a quelque chose de bloqué dans l'inconscient de la personne. Et le tarot, eh bien, comme tu disais, comme c'est un miroir, il vient te dire, il est là le problème. Sauf que nous, on ne veut pas l'accepter cette réponse-là. C'est pas évident d'aller dans le sens, pas dans un sens idéalisé, quoi. Tu vois, d'aller à contresens de son hum, idéal. C'est pas facile. Et je peux mais comprendre.
Moi aussi, je peux comprendre, mais c'est vrai que, tu le sais très bien, souvent les consultants cherchent simplement une confirmation d'un état qui est déjà présent, qui est déjà là et qu'ils subissent déjà et ils veulent juste savoir si c'est vraiment ce qui se passe et il faut faire attention parce que c'est là que commence l'addiction aussi, où on rentre Oui, dans un biais, où on va: «Ah oui, cette personne m'a dit telle chose, je vais en consulter une autre pour être sûr que la personne qui m'a dit telle chose m'ait bien dit la vérité» et ainsi de suite. Et là est tout un problème, c'est qu'encore une fois, on a une fuite en avant, on n'a pas on ne prend pas la responsabilité de se dire, OK, je savais des choses, j'ai consulté quelqu'un, il m'a dit, il m'a renvoyé les mêmes choses, donc c'est qu'il y a quelque chose qui se passe qui est vrai. À moi maintenant de décider. Non, on va encore faire une fuite en avant et chercher d'autres réponses. Et toute révélation vraie dans ce genre de cas de figure, eh bien, elle demande du courage parce qu'elle implique forcément un changement d'état d'esprit, un changement d'environnement, un changement de vie, une remise en question. Alors parfois des remises en question qui sont radicales, mais parfois juste de petites remises en question mmh, qui ne sont pas forcément graves. Mais il y a toujours une prise de responsabilité et elle est personnelle. On ne peut pas se substituer à ce qu'une personne décide de faire ou non. Donc pour moi, un outil d'éveil, c'est un outil qui nous rend plus libres parce que il est, euh, il est en train de nous dire, bon voilà, tu pensais qu'il y avait quelque chose qui se déroulait dans ta vie, tu n'en étais pas sûr, on va questionner quelqu'un qui va nous dire, oui, c'est vrai, il se passe certaines choses, et cet outil ne va pas nous contrôler, il ne va pas nous enfermer dans une interprétation rigide et dans nos peurs, justement, puisque quand on interprète et qu'on confie le pouvoir à quelqu'un d'autre, on va créer de la peur. Et cette peur, elle va venir en nous, nous angoisser et créer encore plus de problématiques. Non, c'est de prendre simplement les choses telles qu'elles viennent et de s'éveiller à une situation pour sortir d'un piège à venir, un piège qui pourrait ensuite être déjoué simplement parce qu'on prend nos responsabilités. Et quand on utilise le tarot avec conscience, encore une fois, on revient sur cet aspect de prise de conscience du consultant, à mon sens, avec un vrai sens de l'écoute intérieure, ça devient un chemin à suivre. Et comme tout chemin, quand vous sortez de chez vous, que vous soyez à pied, à vélo, à cheval ou en voiture, il y a des bifurcations. Et ces bifurcations, c'est à vous de choisir si vous voulez prendre un raccourci ou rallonger votre route pour aller au même endroit, si vous voulez faire un détour pour aller à cet endroit-là. Donc, il y a une transformation de votre psyché, de votre mental. Il y a un parcours différent. Vous allez rencontrer une forêt. Peut-être que de l'autre côté, vous allez passer devant la caserne de pompiers. Tout ça, ça va engendrer des changements, mais c'est tout sauf dangereux. C'est juste libérateur, c'est à vous de choisir. exactement. Et d'ailleurs, quand on va travailler avec le tarot de manière ésotérique, ou pas d'ailleurs, hein, et il y a des garde-fous, il y a comment dire? Des précautions que finalement qu'on peut prendre qui rentrent dans ce que moi j'appelle la tarologue attitude. Et là, ça remet plus en cause le tarot, mais l'attitude du professionnel ou de la personne qui va utiliser le tarot. Enfin, par exemple, quand je parle de précaution, ça peut être plutôt dans une sorte de démarche personnelle, démarche intérieure, de déontologie, et cetera. On va pas aller, par exemple, quand on tire le tarot, chercher des réponses toutes faites. Mais au contraire, on va plutôt essayer de s'ouvrir à un dialogue. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On va pas attendre que le tarot vienne confirmer, des choses qu'on a envie qu'il nous confirme. Au contraire, on va essayer de se dire: «Ah ben, tiens, le tarot, il moi je pensais blanc, il m'a dit noir, pourquoi? Est-ce que c'est vraiment une solution?» Et on va essayer de se poser des questions, encore une fois, quoi, dans un dialogue intérieur avec soi-même pour comprendre pourquoi est-ce que le tarot m'a montré ça. C'est qu'un miroir. C'est juste que notre inconscient n'accepte pas cette réponse parce que le mental avait une voie tracée et il veut faire focus sur cette voie-là. Mais quelque part, l'âme avait d'autres plans peut-être, et à travers l'inconscient, le symbole vient se connecter et vient envoyer un message. Donc, il faut rester ouverte au dialogue justement avec soi, par rapport à ce que le tarot remonte. Et il faut aussi être sûr que quand on utilise le tarot, de ne pas fuir la réalité. C'est pas parce que, par exemple, on n'est pas bien dans son travail, que le tarot dit, «Ben, oui, tu pensais qu'il fallait quitter ton travail». Le tarot te dit: «Oui, il faut quitter ton travail». Il vient confirmer ce qu'on dit, ça arrive, mais ça veut pas dire qu'il faut que tu fuires cette réalité-là de: «Je suis mal dans mon travail, je plaque tout, je m'en vais». Au contraire, c'est
OK, j'ai vécu une situation compliquée, difficile. Maintenant, comment est-ce que je transmute cette expérience-là en quelque chose sur lequel je vais pouvoir m'appuyer, en quelque chose, en une sagesse que je vais capitaliser justement pour m'éclairer, justement pour éclairer ma route à venir. Et donc je ne fais pas une fuite en avant en me disant dès le lendemain matin de ma consultation, je vais voir les RH et dire: «Je m'en vais». Non, Mmh. c'est j'essaye, je prends du recul, je sais que je suis conscient maintenant que je suis pas bien de mon travail et que l'environnement est nocif, il faut que je m'en vais. Mais pourquoi est-ce que j'ai été projetée là? Vous êtes bien arrivé à cet poste-là pour une raison précise. Pourquoi est-ce qu'on vous a mis là et pas tout de suite dans le poste idéal? C'est qu'il y a quelque chose en vous qui doit être transmuté. Vous devez travailler sur quelque chose, sur une problématique de communication, sur de paraître, sur une connaissance. Il y a toujours quelque chose qu'on doit travailler. Et donc là, il faut pas fuir une réalité en se disant mais ce boulot c'est l'enfer, j'y comprends rien, je veux m'en aller. Au contraire, il faut essayer d'en extraire. C'est comme un travail alchimique, hein. On va toujours essayer même du plomb, en extraire l'essence la plus pure pour la transmuter. Et là, c'est la même chose dans ces situations-là, quelles qu'elles soient. Ne pas fuir sa réalité, mais s'en servir pour éclairer son parcours, c'est quelque chose de beaucoup plus, positif. Mmh. Tout à fait. De la même manière, le tarot, quand on utilise le tarot de manière ésotérique, on va pas essayer de faire de l'ombre à un ennemi, et cetera. Au contraire, on est plutôt dans une voie de réintégration. C'est-à-dire que quand, je prends l'exemple du couple qui va pas, il s'entend pas, il veut se séparer, et cetera. Il faut pas qu'on aille s'intéresser à ce que fait l'autre. Bah, comment est-ce qu'il est, mon mari, voilà, dans sa vie maintenant? Est-ce qu'il est vraiment malheureux? Est-ce qu'il pleure tous les soirs? Et cetera. On n'est pas dans cette projection, d'aller, chercher le négatif ou des choses comme ça. Au contraire, c'est plutôt un outil qui va nous aider à intégrer le fait que c'est difficile pour soi, mais c'est difficile pour l'autre aussi, dans cette relation-là. Et donc c'est une vraie compréhension d'apprentissage de soi, mais d'apprentissage de la vie avec l'autre aussi. Et comme on le disait de façon depuis le début, le tarot, heu, pour moi, c'est pas un tarot, un jeu de tarot qui est dangereux. C'est la mauvaise posture générale, la posture intérieure de la personne qui fait que ça peut être négatif. C'est soit par orgueil, soit par dépendance, soit par envie, par, pouvoir, enfin, par projection de quelque chose qui fait que l'intention peut être, mauvaise. Quand on travaille avec le tarot, la plupart du temps, ça demande au contraire d'être dans sorte de bulle, voilà. Quand on est connecté avec les arcanes, on a besoin de silence, on a besoin de temps, on est dans un espace de respect avec les symboles que l'on va analyser, que l'on va percevoir parce que comme je vous dis, il y a tellement de symboles dans les cartes que tous les symboles ne viennent pas nous parler. On a toujours un petit truc, un détail de la carte qui va attirer notre œil, c'est qu'il y a un symbole qui clignote plus fort que les autres. Et donc, c'est que c'est ce symbole-là qui veut nous parler, qui veut parler à notre âme. Et donc, dans cette communication, on va communiquer avec respect, avec bienveillance. Le tarot, il supporte pas quand on est dans la précipitation, quand on est dans la superficialité, parce que c'est pas correct, c'est pas poli. C'est comme si, tu vois, je me mettais à parler avec toi, Olivier, je te croise dans la rue, je te fais: «Ouais, ouais, salut, non, j'ai pas le temps» et alors que toi, tu avais un truc important, tu vois? C'est pas poli. Tu rencontres une personne, tu t'arrêtes: «Bonjour, tu vas bien? Oui, aussi, Mmh. bah, je suis contente de te voir». À la limite, tu peux lui dire: «Écoute, j'ai pas trop de temps, mais Ouais, il y a on un s'appelle savoir-vivre. tu vois? Il y a une sorte de savoir et le tarot, ben, il est susceptible de la même manière. Si tu viens vite le matin entre le café et le brossage de dents, tirer une carte pour voir, tiens, elle va être comment ma journée, et tu prends 3 secondes et tu t'en vas, ben, je suis pas sûre que la réponse, ça soit très positive, quoi, tu vois? Donc il y a aussi une espèce de bulle, une espèce de temps de silence, temps de respect à mettre en place pour pouvoir entrer en connexion avec les symboles. Parce Ah, que parce là, que du coup, sinon tu n'es plus dans la connexion et le ressenti du symbole, c'est le mental qui prend ouais. le pas et du coup, tout est faussé, en fait, hein.
voilà, dans l'interprétation. Mais tu vois, dans le I Ching, on est un peu préparé. Moi, je pratique un petit peu le I Ching. Mais c'est aussi un outil qui est très susceptible et caractériel. On te le dit, d'ailleurs, quand tu ouvres n'importe quel livre de I Ching, c'est une des premières choses qui vient dans les premiers chapitres. On te dit, voilà, il ne faut pas trop le questionner. Il ne faut pas y aller si tu n'as pas vraiment quelque chose à lui demander, si tu as une intention qui n'est pas bonne, parce qu'il va être taquin. Le, les réponses vont pas aller dans ton sens et ça peut même t'embrouiller. Mais là, je vais enfoncer une porte ouverte. Hein, c'est quand même une chose. Peut-être certains ne l'ont pas encore conscientisé. Alors, excusez-moi, mais pour celles et ceux qui ne l'ont pas conscientisé, je voudrais quand même dire qu'on ne vient pas au monde avec un état. On n'est pas orgueilleux en venant au monde. On n'est pas dépendant en venant au monde. On n'est pas dans un état de mesquinerie en venant au monde. C'est des choses qu'on va développer avec notre expérience de vie. Et parfois, on s'en rend pas compte. On devient orgueilleux parce que notre environnement fait qu'on va se projeter dans un état qui va nous mettre justement dans une dépendance à l'orgueil. Et si on n'en prend pas conscience, ben en fait, si personne nous le dit, aussi, ça ne nous permet pas de le savoir. Donc, c'est bien d'avoir une remise en question, mais il faut l'accepter derrière tout ça. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas de superficialité dans ces aspects-là. Il faut prendre les choses avec du temps, les conscientiser, les comprendre et garder un esprit ouvert pour pouvoir les assimiler. Mais là où je te rejoins complètement sur ce que tu étais en train de dire, c'est sur la nécessité donc de garder cette liberté intérieure. Parce qu'en réalité, le vrai danger, encore une fois, ce n'est pas le tarot, hein, le vrai danger, c'est de croire que la réponse est à l'extérieur de nous, que quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre, sait tout mieux que nous à notre place. Elle a toutes les réponses, elle a le livre de notre vie, elle sait exactement page après page ce que l'on va devenir. Mais non, ça n'existe pas. C'est le livre de notre vie, c'est nous qui sommes en train de l'écrire. On a une vie, elle dure ce qu'elle dure, et toute cette durée de vie, eh bien, on va écrire jour après jour nos pages de vie, notre histoire de vie. Et là, si on pose une intention d'appel vers l'ailleurs, eh bien, en fait, on va forcément provoquer des choses qui ne sont pas bonnes. En coaching, je l'ai vu des dizaines de fois. Des personnes arrivent persuadées que, par exemple, un test de personnalité leur a dit qu'elles sont exactement de telle couleur, tel type, comme si elles étaient enfermées à vie dans une case. Je suis profil numéro 3, donc je suis comme ça, j'ai ce caractère-là. Ou alors Je suis bleu, je suis rouge. c'est ça. C'est ça, non, même à moi, j'ai des amis coachs que je croise parfois, ou même pas des amis coachs, mais aussi que je croise et qui me disent: ah oui, mais toi tu es un rouge ou tu es un bleu. Oui, oui, très bien, fais-toi ton idée de ce que je suis. Moi, je sais quelle est ma couleur, je sais ce que je pense être, et je sais aussi que ma couleur évolue avec le temps, avec l'humeur, avec la journée, avec ce que je fais, avec qui je rencontre. C'est une chose totalement différente. On n'est pas enfermé. C'est ça, on va évoluer. Donc c'est vrai qu'on a une dominance, mais elle ne vient pas contrôler notre vie, c'est nous qui devons contrôler notre vie. Et, et on me dit souvent, cette carte, en fait, comme je te disais par rapport au profil, cette carte, elle est sortie, donc forcément, je dois quitter mon travail, c'est ce que tu me disais. Alors moi, je réponds non. Ni ta couleur, ni ton étiquette, ni la carte du tarot. Moi, j'utilise des oracles plus psychologiques. Je n'utilise pas forcément le tarot. J'utilise aussi le I Ching, mais ça ne décide pas de ce que tu dois faire. Le test ne va rien décider. C'est juste une manière de voir les choses, d'interroger tes problématiques et de proposer une lecture de ça. C'est tout. Et cette lecture, normalement, elle doit éveiller quelque chose chez le consultant qui va dire oui, c'est vrai que si je prends cette posture-là, est-ce que j'en suis capable? Peut-être pas, peut-être qu'il faut que je travaille mes émotions, peut-être qu'il faut que je travaille mes relations, et ainsi de suite. Et c'est à lui de choisir ce qu'il veut en faire. Et pour moi, donc, le tarot comme le coaching, c'est pas une baguette magique. C'est pas un oracle qui sait mieux que vous ce que vous devez faire, si vous devez partir ou non à l'aventure à travers le monde pour devenir un globe-trotter. Ce sont juste des outils qui sont des espaces symboliques qui viennent réveiller quelque chose en nous. Et si vous prenez le temps d'écouter, eh bien, ça va initier un mouvement intérieur chez vous, parce que ça ne va pas être forcément immédiat. Ça va mûrir, ça va travailler en vous, il y a une réflexion qui va s'ouvrir. Et peut-être qu'au bout d'un jour, une semaine, un mois, ah oui, maintenant je comprends ce qu'il voulait dire par là. Je comprends ce que je devais comprendre. Ça prend du temps, on a chacun un rythme.
Et donc ce rythme, il faut l'accepter. Il n'y a pas de recette toute faite hein, pour tout. Mais la grande recette, s'il y en a une, c'est ne pas se déresponsabiliser. C'est surtout ça. Ça, c'est le grand mot d'ordre. De projeter son pouvoir sur quelqu'un d'autre, que ce soit le coach, le tarologue, sur une carte, sur un outil quelconque. Dans tous les cas, vous allez forcément être voué à l'échec dans ce que vous allez faire quand vous déléguez votre vie à quelqu'un d'autre. Moi, je me souviens, juste pour terminer, mais je me souviens d'une cliente qui m'avait dit une fois, très sérieusement, mon test m'a dit que je n'étais pas faite pour l'engagement. Et en fait, c'était quelqu'un qui était marié, mais elle a fait un test à un moment, et voilà, je ne suis pas fait pour l'engagement. Et moi, je lui ai répondu, mais est-ce que c'est ce que tu veux croire? Est-ce que tu as envie de croire en ça? Est-ce que ça va être libérateur de quelque chose chez toi? Est-ce qu'il n'y a pas une autre problématique qui vient taper à la porte de ton esprit par rapport au fait qu'un test te dit que tu n'es pas faite pour l'engagement? Ou est-ce que c'est un ressenti? Donc voilà, le but, c'est pas de dire oui, tout à fait, tu as raison, le test l'a dit, tu n'es pas faite pour l'engagement, divorce, vis ta vie en tant que célibataire, ne t'engage pas dans un métier non plus, reste. Non, c'est pas du tout ça. La chose, c'est de comprendre pourquoi tu penses ça à ce moment-là et qu'est-ce qui t'a amené à croire ça. Il y a un ressenti caché derrière. Voilà, moi je pense que là-dessus, on y est. Je suis complètement d'accord avec ça et je regarde le commentaire dans le chat d'Hélène, bonsoir Hélène, Je peux qui nous dit l'afficher si d'ailleurs, tu veux. oui, qui nous dit je pense déjà qu'il doit y avoir une connexion entre celui qui reçoit et celui qui transmet l'information. C'est ce qu'on disait un peu plus tôt, tout à fait, je suis assez d'accord Hélène. Que ce soit dans une consultation de coaching comme toi Olivier ou quand moi je fais des consultations de tarot, c'est important que le praticien et le consultant soient sur la même vibration. C'est pour ça que je disais, si à un moment donné vous ne sentez pas le consultant, changez de crèmerie, quoi. Parce que quelque part, il faut qu'il y ait la même vibration, que l'information passe et qu'on se sente bien avec qui on est, quoi. Parce que c'est quand même quelque chose d'essentiel quand on est dans ces moments-là. Je disais tout à l'heure, on doit être dans une bulle où on est dans un temps de silence, un temps de respect, et ça passe aussi justement par cette connexion avec l'autre, en fait, avec celui qui tire les cartes. Donc c'est important. Et même quand on le fait pour soi-même, ou pour ses amis, ou sa famille, etc., c'est la même chose. Je pense qu'il faut être juste, et c'est pour ça que c'est difficile. Souvent, beaucoup de gens disent que c'est compliqué de tirer les cartes pour soi, on n'y arrive pas parce qu'on projette son mental, etc. Mais c'est pas une histoire de projection de mental ou de difficulté. C'est simplement qu'on n'est pas honnête avec soi-même. Ouais. Si on prend, comme tu disais tout à l'heure, le tarot comme un miroir et qui nous reflète simplement une situation ou des choses qu'on ne veut pas voir, il faut simplement prendre le message comme il est, c'est-à-dire une réponse de notre inconscient, quoi. Et je vais pas claquer la porte à ce message-là parce que je ne l'accepte pas. Au contraire, si je suis dans le respect de moi-même, eh bien, je vais au contraire essayer d'écouter ce message, d'essayer de le comprendre, de le décortiquer. Je suis pas obligée de donner raison ou d'adhérer tout de suite à ce message-là, mais je vais, comme tu disais à l'instant, laisser infuser en moi et je vais essayer de comprendre et de chercher pourquoi est-ce que j'ai eu cette réponse-là, qui est peut-être contraire à ce que j'avais en tête finalement. Enfin. Mais il ne faut pas oublier une chose, tout thérapeute, coach, tarologue ou autre qui soit dans ce métier-là, on a tous nos parts d'ombre. Hein. Nous sommes des personnes nous sommes des êtres humains avec nos parts d'ombre. Nous ne sommes pas des êtres divins qui détenons une sagesse ultime et ça y est, on s'est libéré de tous nos travers, de toute notre ombre. En tant que coach, on a nos ombres, en tant que tarologue, on a nos ombres. On a aussi nos mémoires, nos ressentis, les choses qui viennent titiller à un moment notre vie. Alors oui, on a fait un cheminement qui est différent, on a pris un chemin qui permet d'accompagner les autres et d'être éveillé à certaines choses, mais c'est vrai que moi comme toi, Nathalie, on a notre part d'ombre et parfois on a envie que cette ombre elle reste cachée parce que c'est des choses on met du temps aussi à travailler parce qu'elles nous font du mal ou parce qu'on n'a plus envie de les voir et on veut les enterrer. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Quand vous allez être, par exemple, en consultation avec une amie à vous qui va vous tirer les cartes, par exemple, et vous savez qu'elle a une vie amoureuse qui n'est pas forcément bonne,
c'est peut-être pas la personne adéquate pour vous parler de votre vie amoureuse non plus. Mmh. Vous voyez, Mmh. parce qu'elle va sûrement faire des analogies et une projection de ce qu'elle vit elle-même sur votre propre vie. Et là, on touche quelque chose où finalement on va se projeter et c'est pas ce que le tarot était en train de vous dire comme message, mais c'est finalement Ça. le thérapeute qui va mal interpréter les choses. Mmh. Sciemment ou pas, hein, parce que parfois c'est lié à l'inconscient aussi. Tout à fait. Donc du coup, pour répondre à cette grande question, alors, le tarot ésotérique est-il dangereux? Donc évidemment que non, vous l'aurez compris avec, tout ce blabla qu'on a fait depuis presque plus d'1 heure maintenant. Je pense que le tarot même ésotérique n'est pas dangereux en soi. Il est puissant, ça c'est sûr. Il est chargé de symboles, des symboles qui sont, anciens, qui ont une, une vibration en eux qui les rend vivants, donc qui vient se connecter à notre inconscient, à notre âme. C'est pour ça que des fois, il y a certaines choses que quand on tire les cartes, on les ressent vraiment plus fortement que d'autres. Mm. Mais comme tout outil, le tarot, eh bien, il demande à ce que son utilisateur ait une conscience éveillée, à une certaine éthique, qui soit claire, avoir une intention pure et pas être justement dans un côté machiavélique de domination, de prise de pouvoir, etc., etc. Donc oui, le tarot ésotérique, il est un outil, certes, un outil puissant, mais il n'est pas dangereux. Voilà, c'est un petit peu là, on voulait dire. C'est pas un jeu anodin non plus, comme on disait, faut pas vous dire ça, mais c'est un miroir de l'âme. Et comme tout miroir, comme tu le disais, ben, parfois, quand on voit son image dans le miroir, comme tu disais tout à l'heure, ben, oh purée, là, j'ai pris un coup de vieux, quoi. Donc il n'est pas forcément tendre avec nous, mais pour autant, il n'est pas dangereux. Voilà, c'est Mm. pour moi, travailler ou jouer avec le tarot, quand on est dans son échange-là, même ésotérique, c'est comme un voyage, en fait. Et dans ce voyage, il peut y avoir, par moments, des passages à l'ombre. Quand on passe sous les arbres, on a des phases d'ombre, on a des phases de lumière en plein soleil. Mais à tout moment, ce voyage-là, on est toujours en compagnie d'un ami parce que le tarot, il vous répond toujours avec bienveillance. Le tarot, il n'est pas là pour vous enfoncer, pour vous punir. Il n'a pas d'orgueil, le tarot. Il est là justement pour vous éveiller, pour vous faire prendre conscience de certaines choses et il va vous aider à grandir. Et ça, pour moi, c'est tout sauf dangereux. C'est plutôt libérateur. Ouais, c'est plutôt libérateur et c'est ce que nous dit Mm. de toute façon Hélène un peu par rapport à tout ça. Elle nous dit pour soi, ce n'est pas évident et l'interprétation est parfois ce que l'on veut entendre et c'est vrai, c'est ce que tu disais juste à l'instant. On voit souvent cette contre-interprétation-là. Alors Mm. voilà, oui, ça fait un petit peu, ça fait 1 heure et quart déjà qu'on est sur ce sujet. Le temps passe. Alors, le temps passe vite. Alors moi, je vous rappelle que ce genre de sujet, c'est aussi ce qu'on traite dans le magazine Tarot Academy, tout fraîchement arrivé, le numéro 1 qui est sorti en mai. On parle du tarot, mais vraiment d'un point de vue ésotérique. Vous voyez, on a des réflexions ouvertes. Vous allez trouver aussi des articles sur, justement, se poser la question, est-ce que le tarot est dangereux? Est-ce que la manière dont on l'utilise, c'est dangereux? Donc voilà, c'est vraiment un magazine très intéressant dans ce point de vue-là, parce qu'on ne va pas vous apprendre, je dirais, basiquement à faire des tirages ou à vous dire que telle carte dans telle position veut dire telle chose, tel mot-clé. On est là vraiment pour essayer de décortiquer la partie ésotérique du tarot et de presque tendre vers la philosophie du tarot et de vous faire comprendre ce que cet outil finalement est d'une richesse infinie que l'on utilise peut-être dans de mauvaises situations aujourd'hui, je trouve, parce qu'on le cantonne trop facilement à la divination, ce qui n'est pas un mal, hein, moi j'ai rien du tout contre la divination, mais je veux dire, c'est un peu réducteur, il y a tellement d'autres choses à travers le tarot à exploiter, que nous on a eu envie de vous montrer ces autres choses. De vous les raconter à travers un magazine numérique, 100% numérique, qui est sorti ce mois-ci, et le numéro 2, on vous parlera en mois de juin du numéro 2 qui arrivera avec les nouveaux articles très intéressants sur ce sujet-là. Et les nouveaux intervenants. Alors, je voulais juste rajouter ou corriger une petite chose. C'est pas tout à fait vrai qu'on ne vous apprend rien dans ce magazine, puisqu'il y a quand même 20 pages d'apprentissage Oui. du tarot, où on est vraiment, là, je vous partage
des petits tips, des enseignements justement pour être dans la pratique. Donc il y a chaque fois un dossier spécifique, autour d'une vingtaine de pages, pour, apprendre à utiliser le tarot de façon ésotérique bien sûr, de façon pragmatique avec justement, soi-disant la plupart du temps, des tirages, des protocoles, des exemples de manière très détaillée, des questionnements, philosophiques et cetera pour essayer de transmuter des choses en nous de manière alchimique et cetera. Donc, on est vraiment dans la pratique. Donc vous avez beaucoup de choses dans ce magazine, qui sont plutôt, d'ouverture, d'éveil personnel en lien avec le tarot, et la spiritualité à travers les articles de nos différents intervenants ou des parcours surprenants, notamment là, dans ce numéro 1, c'est Lorenza Garcia qui nous partage son expérience de 20 ans chez les Navarro. Et ainsi de suite. Donc, vous avez vraiment des expériences de vie qui sont marquantes, qui sont inspirantes, etc. Mais il y a aussi un côté très pragmatique avec un dossier d'apprentissage où on va aller plus loin quand on connaît déjà un peu le tarot et qu'on veut pousser le bouchon plus loin, comme on dit par l'expression, pour bien comprendre ce qu'est le tarot ésotérique et commencer à vraiment mettre les mains dedans sans peur, puisque, vous l'avez compris, je l'espère, le tarot ésotérique n'a rien de dangereux. Oui, je te demande pardon, j'ai pris un raccourci, hein, mais c'est vrai qu'il y a une partie apprentissage qui est quand même bien fournie. Le cœur du magazine, c'est vraiment l'enseignement du tarot, mais c'est vrai qu'on n'a pas oublié cette partie-là. À la fin du magazine, vous trouvez une vingtaine de pages sur concrètement comment mettre en œuvre certaines choses en utilisant le tarot pour devenir finalement un meilleur ou une meilleure tarologue et développer une tarologue attitude. C'est notre leitmotiv dans Tout l'académie. à fait. Tout à fait. Et pour retrouver ce magazine, eh bien, Oui. www.tarotacademy.fr sur notre site internet. Vous allez dans le menu onglet, vous avez un onglet magazine, vous cliquez dessus et là, vous avez une page complètement détaillée qui vous explique ce que vous allez retrouver dans ce numéro 1 qui est sorti depuis le 1er mai. On prépare déjà, bien sûr, comme le disait Olivier, le numéro 2 avec de nouveaux intervenants, de nouveaux sujets encore plus passionnants que les premiers. Vous allez voir, c'est toujours plus riche et On espère, oui. dans des approches différentes. Et je voulais juste faire un grand merci à Nathalie que je vois en commentaire dans le chat, qui nous dit: «Merci à vous, je suis pleinement d'accord avec vos pensées». C'est normal Nathalie, je pense, parce qu'on partage le même prénom, j'allais dire. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Merci à toutes et à tous d'avoir été là. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous les mettre sous cette vidéo, en commentaire juste en dessous. Vous savez que moi j'aime beaucoup vous lire, j'aime beaucoup échanger avec vous, donc je mets un point d'honneur à essayer de répondre au maximum à tous vos commentaires. Donc n'hésitez pas, l'espace est ouvert, la parole est à vous. Ah, Je vous vous pouvez souhaite... laisser des commentaires, c'est Nathalie qui répond personnellement à vos commentaires, donc Oui, voilà. et tout à fait. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous. Très bonne Merci soirée. Olivier d'avoir Bah, je t'en été prie là. Nathalie et on se dit à dimanche Merci. prochain. À dimanche prochain. Bye tout le Ciao, monde. ciao. Au revoir.